Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aussi, moi, remercier les organisatrices de m'avoir convié à cette conférence pour vous partager ce que je sais de cette thématique-là. Je voudrais aussi remercier l'équipe d'organisation du CNESCO et enfin le jury d'avoir pris le temps de lire nos notes, d'essayer de les comprendre, de les articuler pour produire quelque chose. Je crois qu'on n'a pas assez souligné l'exigence cognitive de la tâche qui vous attend. Alors, pour introduire mon propos, je vais vous proposer un exercice de projection mentale. Imaginez que je vous demande d'évaluer mon intervention, ma qualité de chercheur sur la base de ce que vous allez entendre. Voilà, je vous demande de faire ça, mais je dois vous dire que j'ai une particularité, je suis le dernier à passer. Je suis le dernier à passer, on a passé près de 8 heures ensemble dans cette salle. Il fait chaud quand même, ces sièges sont confortables. Et moi, j'ai attendu toute la journée de passer après les autres. Donc j'ai cette particularité-là et donc je vous demande peut-être de regarder ma performance de manière peut-être un peu différente de celle de Fabrizio qui a commencé ou de Lucie qui est passée en second. Certains d'entre vous vont se dire oui, et en plus il a l'air sympa, on veut bien regarder sa performance de manière un peu différente. Maintenant, imaginez que je vous demande de classer nos performances et de dire mais qui c'est le meilleur chercheur de cette journée? Là, peut-être certains d'entre vous vont dire oui, mais attends, mais Mickaël, on ne peut pas vraiment le regarder avec ses particularités. C'est pas très juste finalement. C'est pas de la faute de Fabrizio ou de Lucie s'ils sont passés le matin et tant pis pour lui. Eh bien, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler du fait de ce qui se passe quand un enfant, un élève, a une particularité et que l'on cherche à l'évaluer, et ce, pour l'instant, quel que soit l'objectif de l'évaluation. Ce propos, il s'inscrit dans une politique globale qui nous concerne tous et toutes, quel que soit le pays là dans lequel vous nous écoutez aujourd'hui, c'est celui de l'école inclusive. Cette école inclusive, c'est une école qui doit lever les barrières à la participation de tous les élèves, quelles que soient les particularités qu'ils présentent. Dans le contexte français, c'est un objectif très très important qui a été mis en exergue là dans l'article 1er du Code de l'éducation et qui dit, comme vous pouvez le lire, que le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Cela implique que le système éducatif doit s'adapter à l'hétérogénéité du public qu'il accueille. Il doit se transformer pour permettre à des élèves qui présentent des particularités, parce qu'ils viennent de milieux défavorisés, parce qu'ils présentent une situation de handicap, parce qu'ils sont issus d'un parcours migratoire, de pouvoir, comme n'importe quel élève, participer à la vie de l'école et apprendre au sein de cette école-là. Cette politique, même si là je présente différentes particularités, elle a vraiment été dessinée prioritairement pour les élèves en situation de handicap qui ont connu ou connaissent des parcours très difficiles au sein de notre école, où la ségrégation et l'exclusion les touchent particulièrement. Cette réalité, elle n'est plus acceptable aujourd'hui, d'un point de vue peut-être moral, d'un point de vue politique, et la France est sous pression, je vais utiliser ce terme-là, d'instances internationales pour transformer son système éducatif. Et si cette question vous intéresse, je vous renvoie au rapport de la commissaire de l'ONU de l'an dernier qui nous a allègrement chargés quant à l'accompagnement des élèves en situation de handicap à l'école. Alors, ce que ça implique, c'est que cette école, elle devienne accessible. Alors, l'accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est simplement réduire ou éliminer les barrières à la participation active et efficace des individus. L'accessibilité, de manière assez simple, dans nos têtes, c'est par exemple l'accessibilité physique. Permettre à des gens
des personnes à mobilité réduite, de pouvoir accéder au bâtiment public, une préconisation depuis 1975. Alors, quand on pense à l'accessibilité, on y arrive à y penser. Mais ce n'est pas la seule forme d'accessibilité, évidemment. Ce matin, on a tous plus ou moins fait l'expérience d'une difficulté d'accessibilité avec la diffusion du film des lycéens, où le son, finalement, était pas assez fort. Je ne sais pas, nous, en tout cas, en bas, on entendait très peu le son, et du coup, on ne pouvait pas accéder au message. Donc, il y a différentes formes d'accessibilité. Cette accessibilité sensorielle que je viens de décrire, mais aussi pour les élèves en difficulté scolaire ou qui présentent, par exemple, une déficience intellectuelle, une accessibilité cognitive aux informations que l'enseignant vise à faire apprendre. Alors, si on peut mettre en place des rampes pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder au bâtiment public, il doit être possible de mettre en place des rampes pour permettre un accès cognitif aux tâches que l'on propose en classe. Cette accessibilité cognitive, elle se joue à deux niveaux. D'abord lors des leçons. En fait, en tant qu'enseignant, on vise tous et toutes à s'assurer que les élèves en face de nous, ils aient bien eu accès à l'information qu'on a cherché à leur faire apprendre. Et d'ailleurs, lorsque ce n'est pas le cas, on peut mobiliser des ressources complémentaires pour pouvoir s'assurer que l'information est apprise. Si on travaille, par exemple, la compréhension en langue, eh bien, on pourrait choisir d'utiliser plutôt le support audio plutôt que le support écrit pour travailler cette compétence-là, pour ne pas mettre de côté des élèves qui présentent des difficultés de décodage ou d'acquisition de la lecture. Mais cette accessibilité, elle ne se limite pas à la question de l'apprentissage, elle se retrouve aussi lors des examens. Et d'ailleurs, l'article numéro 214-4 de la loi pour la participation des personnes en situation de handicap, il vient dire, cet article, qu'on doit assurer aux élèves, aux personnes qui candidatent et qui présentent une situation de handicap, l'accès pour que leur performance soit justement évaluée. Plus précisément, cet article il ressemble à ça. Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation, des épreuves orales, écrites, pratiques ou le contrôle continu des examens au concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant, sont prévus par décret. Donc il est possible de proposer des aménagements. Alors l'aménagement qu'on connaît probablement le mieux, c'est le temps supplémentaire qui est accordé aux étudiants, par exemple. Je parle aux collègues là qui sont à l'université. C'est une modalité très, très courante, mais on trouve aussi d'autres formes. Pour un élève qui, par exemple, a des difficultés trop importantes sur le plan graphique, on peut lui proposer un scripteur lors du diplôme du brevet, par exemple, lors d'un examen dans le brevet. On peut aussi proposer l'utilisation d'un ordinateur ou d'outils de communication adaptés. Tout ça renvoie au fait que l'évaluation, elle peut être différente en fonction des particularités de l'élève et que c'est même autorisé, c'est même acceptable. Ce que ça nous permet, c'est ce parcours d'évaluation différencié, ça peut aussi nous permettre de différencier les apprentissages derrière, comme on vient de l'évoquer. Alors, pourtant, cette situation, elle est génératrice d'une tension professionnelle assez forte. Et moi, en tant que formateur en INSPE, en formation initiale ou continue, c'est assez souvent que je peux entendre ce genre de propos. Alors oui, Mickaël, moi j'ai aménagé, mais est-ce que du coup, je peux vraiment compter sa note dans la moyenne ? Il n'a pas fait la même évaluation que les autres. Du coup, comment être sûr que c'est juste de lui mettre cette note-là ? Ou encore, ma préférée, est-ce que ce n'est pas l'AESH qui l'aurait aidé ? Et notez que cette tension professionnelle, elle n'apparaît que dans une configuration, c'est quand l'élève réussit. Quand l'élève échoue, elle n'apparaît pas. Ça doit nous interroger.
Alors ces travaux, ils ont été documentés ensuite sur le plan scientifique. Par exemple, Serge Thomaset, chercheur en sciences de l'éducation, dit que les enseignants sont pris dans un dilemme entre égalité et équité dans cette école de la République. Et ça nous renvoie directement à ce que Fabrizio Butera a expliqué ce matin, c'est que les enseignants, ils évoluent dans un contexte professionnel qui est singulier, puisque, on l'a dit, on évolue dans des sociétés compétitives qui vont influencer le système éducatif dans lequel on doit travailler. Et je vais passer rapidement sur cet aspect-là. Les conséquences de cette organisation compétitive, c'est que notre système, comme l'a évoqué Fabrizio ce matin, il a cette double fonction de formation et de sélection. Et donc on peut s'interroger, si on s'intéresse particulièrement à cette fonction de sélection, à la compatibilité en fait avec le principe de scolarisation inclusive. Est-ce que identifier les étudiants, les élèves les plus méritants, c'est compatible avec le fait de donner plus à des élèves qui ont le plus besoin? Spontanément, on pourrait répondre oui, mais on se rend compte que professionnellement, ça génère des difficultés, des tensions pour les collègues. Alors, la question qui se pose derrière cela, c'est finalement, pour essayer d'éclairer, est-ce que, oui, un élève en situation de handicap qui bénéficie d'une évaluation adaptée avec des aménagements, il réussit mieux qu'un élève que s'il n'a pas cet aménagement-là? Alors c'est une question qui est déjà ancienne et qui trouve son origine au début des années 2000, notamment aux États-Unis, avec la démocratisation des tests standardisés et une loi pour la participation des personnes en situation de handicap, où se pose la question, vous savez peut-être qu'aux États-Unis, les tests standardisés, notamment pour l'entrée à l'université, ils ont un poids extrêmement fort, et donc on veut un contexte juste pour être sûr qu'on a bien choisi le bon candidat. Et donc, dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont décrété qu'une adaptation, on pouvait considérer qu'elle était juste dans la mesure où, lorsque l'élève en situation de handicap qui en bénéficie performe mieux, vous voyez que c'est la courbe rouge quand il bénéficie de l'adaptation, et que ça ne change rien à la performance de l'élève ordinaire. L'autre configuration, c'est l'hypothèse du boost différencié, c'est que si on donne l'adaptation aux deux, les deux progressent, mais que l'écart se réduit un peu lorsqu'il y a l'adaptation. Notez que ça c'est jamais renversé. Si on considère que c'est renversé et que l'élève en situation de handicap réussit mieux avec l'adaptation, c'est que probablement elle l'a trop aidé. Ça doit aussi nous interroger. Alors, il existe des typologies d'outils. Je vous renvoie à la note de synthèse, je vous l'ai mise à disposition, mais je voudrais ici me focaliser sur un exemple pour discuter avec vous de la pertinence de ces adaptations, et j'ai choisi de vous parler du temps supplémentaire. Ces recommandations, elles sont basées sur des travaux scientifiques qui ont eu lieu aux États-Unis, et je dirais un mot peut-être des limites de ces travaux-là, en tout cas d'une grille de lecture pour comprendre ces adaptations. Alors, le temps supplémentaire, je l'ai dit, c'est quelque chose de très utilisé, notamment dans le système français, et notamment à l'université. Un rapport de l'inspection générale a statué que près de 90% des élèves en situation de handicap en France bénéficiaient de cette modalité-là. Et donc on peut s'interroger sur 3 niveaux de conséquences. La première, c'est qu'est-ce que ça produit pour les élèves en situation de handicap? Est-ce que ça interfère avec la réussite des autres élèves? Mais aussi, ce matin, Lucie Mottier-Lopez nous parlait de la voix des élèves, ce que disent les étudiants de ces modalités-là. Et quand on regarde les résultats, je n'ai pas déclenché mon chronomètre, ça va? Ça va, ok. Quand on regarde les résultats, je pourrais m'appuyer d'abord sur une revue de la littérature qui est assez ancienne déjà, on parle de 2005, donc ça fait presque 20 ans. Bon, elle a été corroborée depuis par des revues de littérature plus récentes, mais elle a regardé, Siressi et collaborateurs ont regardé, parmi les études qui avaient été réalisées, les effets.
Et ce qu'on constate, vous le voyez peut-être avec les petits V là, c'est que globalement, déjà ça produit des effets positifs pour les élèves. Il n'y a qu'une étude, la mise en place du tiers-temps, ça bénéficie aux élèves en situation de handicap, et certaines études montrent que ça bénéficie à tout le monde. Donc, il y aurait un bénéfice à laisser plus de temps pour les évaluations aux élèves. Alors, une difficulté de cette revue de littérature, c'est qu'en fait, les travaux sont très hétérogènes. Vous le voyez à travers le public. On n'a pas d'école primaire, c'est probablement pour une bonne raison, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, en fait, quand on regarde les designs expérimentaux, ils sont aussi très hétérogènes, ce qui, en fait, vient un peu minorer les conclusions qu'on peut faire de cette revue, si ce n'est qu'on peut s'accorder sur le fait que ça produit des bénéfices. Est-ce que c'est juste au sens défini précédemment? Ça, c'est autre chose. Un exemple plus récent, c'est une étude réalisée au Canada qui a investigué cette question-là et qui se distingue un tout petit peu par le fait que c'est une étude réalisée en laboratoire avec... j'ai perdu. Et qui réalise un test cognitif, pas une évaluation des apprentissages. Et vous le voyez, il y a des élèves avec un trouble spécifique des apprentissages, d'autres sans trouble spécifique des apprentissages. Et ce qu'on constate, c'est que quand on regarde simplement l'effet du temps, indépendamment des particularités de l'élève, que ce soit sur les items tentés ou sur le score, la performance à ce test cognitif, en fait, tout le monde bénéficie du temps. L'autre résultat qui ressort, c'est que les élèves ordinaires, indépendamment du temps qu'ils ont eu, performent mieux que les élèves en situation de handicap, ce qui n'est pas surprenant. Par contre, on n'a pas d'effet différencié en fonction du statut de l'élève. Donc en gros, ce bénéfice du temps, il est au profit de tous les élèves. Alors, si on s'intéresse maintenant à ce qu'ils nous disent, les élèves, les étudiants en l'occurrence, on peut se baser sur les travaux de Slaughter et collaborateurs qui ont réalisé des entretiens. Et en fait, ils nous donnent 3 bonnes raisons d'utiliser le tiers-temps. La première, c'est qu'ils disent que ça réduit l'anxiété. Ce premier verbatim dit « je me sens mieux en sachant que j'ai plus de temps, même si je ne vais probablement pas l'utiliser ». Ça, c'est un point qui est intéressant. L'autre point qui est très intéressant, c'est montrer sa vraie valeur. Cela me permet, j'ai l'impression, de mettre en valeur les capacités que j'ai, qui prennent simplement un peu plus de temps que la moyenne des gens. Et puis, ils sont conscients du fait que ça leur permet aussi d'améliorer leurs notes. Donc, il semble y avoir une plus-value pour les élèves et les étudiants à utiliser cette adaptation. Bon, si on fait la synthèse, on peut dire que par rapport à la question de la justice, ça c'est pas tranché par rapport aux 2 hypothèses que je vous ai présentées, mais par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que ça ne donne pas d'avantage aux élèves en situation de handicap. Par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui ressort, c'est qu'ils ne vont pas être plus performants que les élèves ordinaires parce qu'ils auraient ce tiers-temps. Ça nous incite donc à la mettre en place, cette adaptation. Bon, là, je vois le collègue chef d'établissement me dire on va peut-être pas mettre en place du tiers-temps dans tous les cours pour toutes les évaluations, parce que en fait, ça n'a pas marché. On a malheureusement plusieurs exemples d'élèves qui soit n'avaient pas de pause déjeuner entre les 2 épreuves du bac parce qu'ils avaient bénéficié du tiers-temps. Donc en fait, ça doit nous interroger sur le fait que, mais pourquoi organisationnellement ça pose un problème? Peut-être que la réflexion qu'on pourrait se dire, parce que je ne suis pas dans ma tour d'ivoire quand même, je comprends bien les contraintes que vous avez sur le terrain, mais je me dis peut-être que ce qui est possible de faire, c'est est-ce qu'on a besoin de 4 exercices ou est-ce que 3 suffisent pour nous permettre d'adresser la compétence que l'on veut vérifier? Est-ce qu'on a besoin de 12 questions ou est-ce que 8 suffisent pour atteindre cet objectif-là? Et donc, ça nous amène à réfléchir sur le fait que peut-être il n'est pas nécessaire d'avoir une réponse pédagogique pour un élève. Je vais terminer sur ce propos-là. En fait, peut-être que la question à laquelle j'ai essayé de répondre avec vous, ce n'est pas une question. Ça arrive un peu tard, je suis désolé.
Parce qu'en fait, la question qui est là, c'est celle de cette évaluation qui sert à comparer, qui sert à classer, mais comme Lucie Mottier-Lopez nous le rappelait ce matin, ça ne sert pas qu'à cela, l'évaluation, et qu'il y a une finalité éducative, et que cet engagement autour de cette finalité éducative permettrait très certainement de répondre à cette limite-là. Et je terminerai en vous citant ces 3 points-là de Wakeman et collaborateurs. En fait, ils font des recommandations pour favoriser une évaluation juste, équitable pour tous les étudiants dans un contexte inclusif. Ils précisent qu'il faut clairement distinguer dans l'évaluation ce qui relève de la production, du process et des progrès. Parce qu'en fait, on le sait, Sophie, vous nous avez parlé des évaluations, des formats d'évaluation, eh bien, il existe des éléments confondus au sein de ces évaluations diagnostiques explicites. Il ne faut pas choisir une adaptation qui rentre en contradiction avec la compétence visée. Si je veux évaluer la maîtrise de l'imparfait de l'indicatif et la maîtrise de la graphie, évidemment que je suis obligé de passer par de la graphie. Et je ne peux pas faire une évaluation orale parce que je manque quelque chose dans mon évaluation. Donc ça demande une vraie ingénierie autour de l'évaluation qui parfois est un peu peut-être rendue difficile. Et enfin, il faut co-construire ces évaluations. La plupart des collègues qui accueillent des élèves en situation de handicap le font avec, dans l'établissement, un dispositif Ulysse, un enseignant spécialisé qui est une personne ressource avec laquelle il faut travailler pour atteindre l'objectif. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ça nous laisse encore un peu de temps pour les questions. D'abord, les questions du jury. Non. Ça vient du micro. Vous pouvez passer l'autre. Marche ? Oui, pardon. Bonjour, Eddy Sebailly, donc formateur à l'INSPE de Lyon. Et nous avions une question par rapport à... D'abord, merci pour votre présentation. Par rapport à la note de synthèse que nous avions eue, vous présentiez les difficultés de décodage, les consignes, les textes à étudier, comme étant un obstacle pour des élèves en situation de handicap en phase d'évaluation. Et nous sommes demandé si ces adaptations, donc visant à soulager leur compréhension, ce que vous pourriez appeler des rampes d'accès cognitives, ne pourraient pas être simplement systématisées pour tous les élèves, indépendamment de leurs difficultés, ou soit pour des élèves, bien sûr, en situation de handicap, mais aussi pour des élèves en difficulté passagère, voire sans difficulté particulière, à condition que ça leur soit bénéfique. Merci pour cette question. Alors, ce qu'elle appelle, c'est finalement la gestion de l'hétérogénéité dans le groupe. Est-ce que je peux effectivement apporter une réponse singulière là, et puis traiter le reste du groupe d'une manière distincte, et peut-être même apporter une autre réponse singulière à un autre élève? Alors, moi, je crois que pour pouvoir mettre en œuvre cette école inclusive et cette participation de tous et toutes, il faut trouver des moyens de permettre à l'ensemble, à l'enseignant de continuer à faire collectif. Et donc, effectivement, on peut juger que si la lecture à l'oral des consignes, qui est une autre adaptation que je discute dans la note de synthèse, si effectivement elle ne va pas à l'encontre des objectifs visés par l'évaluation, si on est typiquement dans une évaluation, j'en sais rien, de sciences et vie de la Terre, où on cherche à savoir si l'élève a appris, ben peut-être que la lecture systématique de l'ensemble des questions aux élèves, et pas seulement à l'élève, s'impose. En fait, ça a deux avantages. Déjà, ça permet de continuer à faire groupe au sein de la classe,
et ça permet d'éviter de stigmatiser un peu plus l'élève. Donc oui, la perspective universelle de ces réponses pédagogiques, pour moi, c'est vraiment la solution qui doit permettre la mise en œuvre de cette école inclusive. Je mets une alerte sur le fait qu'il existe des travaux sur cette perspective universelle des enseignements et de l'apprentissage. On a encore besoin davantage pour conclure quant aux effets, mais en tout cas sur l'articulation avec la conduite de la classe, ça me semble vraiment essentiel d'être sur ce raisonnement-là. Après tout, je prends souvent cet exemple-là quand je l'évoque avec mes étudiants, mais aujourd'hui tout le monde utilise une télécommande pour sa télé. La télécommande, c'est un dispositif qui a été pensé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de ne pas avoir à se déplacer pour changer la chaîne sur la télé. Visiblement, aujourd'hui, plus personne n'utilise les petits boutons cachés, là. Hein. Donc, finalement, on se rend bien compte qu'il y a des bénéfices à l'utilisation. Et pour le coup, souvent, quand je suis en formation continue, vous avez les collègues comme moi, ils me disent « Oui, mais attends, lui, ok, il a un PPS, il a une reconnaissance d'une situation de handicap, mais lui, il en aurait bien besoin. » Eh bien, dont acte, rien ne t'empêche de lui proposer en même temps. Donc oui, pour moi, la réponse, elle passe par ce collectif. Et c'est pour ça que j'évoquais le fait que peut-être 3 exercices, ça suffit, et autant les proposer à l'ensemble du collectif à ce moment-là. Merci, on n'avait que cette question. Merci.